Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire. Je suis Véronique Méneur, je suis chargée de promotion communication à l'ITES et pilote des rendez-vous régionaux du travail social. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième webinaire organisé en partenariat avec le CRTS Bretagne et Aphoris Bretagne. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler du travail social en situation de crise, inventivité des pratiques et perspectives d'évolution autour des travaux de deux instances, le HCTS, Haut Conseil en travail social, et le rapport coordonné par Marie-Paul Cols, le travail social au défi de la crise sanitaire. Le réseau breton des conseillères techniques en travail social et son guide d'appui à l'accompagnement social à distance. Donc voici comment va s'organiser ce webinaire. Donc nous sommes ensemble pour 2 heures. Autour de cette table virtuelle, nous avons la chance d'accueillir Roland Janvier, président du CRTS de Bretagne, Marie-Paul Cols, membre du HCTS, au Conseil en travail social, et qui a coordonné la mission et rédaction du rapport de janvier 2021, le travail social au défi de la crise sanitaire. Donc Marie-Paul Cols est également administratrice de l'ANDAS, l'Association nationale des directeurs d'action sociale et de santé. Donc pour tout vous dire, hein, Marie-Paul Cols est en train de se connecter. Elle a des petits soucis de connexion, donc j'espère qu'elle arrivera à nous rejoindre très vite. Nous accueillons également des représentantes et membres actifs du réseau breton des conseillères techniques en travail social. Donc je vais les citer par ordre alphabétique. Nathalie Delalande du département des Côtes-d'Armor, Liliane Guial du département du Finistère, Pascal Kerlidou de la DRETS Bretagne, direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, Céline Rouzet du département du Morbihan, Claude Sénelonge du département du Finistère. Donc, en co-animation, Pascal Lecor, responsable de formation à l'ITES, Institut de formation au travail éducatif et social, qui relaiera vos questions et réactions lors des temps dédiés. Donc, vous avez la possibilité d'intervenir et de poser vos questions, commentaires, dans l'onglet discussion de chat qui se trouve en bas de votre écran. Donc, ce webinaire est enregistré et l'intégralité de ce rendez-vous sera mise à disposition d'ici la fin du mois sur le site internet du CRTS de Bretagne. Donc, je passe tout de suite la parole à Roland Janvier pour l'ouverture de ce webinaire. Bonjour à tous et à tous. Je suis effectivement très content d'ouvrir ce webinaire qui est en fait le deuxième rendez-vous régional du travail social que l'on tient sous cette forme. Et c'est une bonne nouvelle parce que je pense que ces rendez-vous participent activement à alimenter un espace de réflexion en Bretagne sur les enjeux du travail social. Ces rendez-vous régionaux du travail social sont maintenant, depuis l'année dernière, confiés au Comité régional du travail social de Bretagne par la plateforme Aphoris Bretagne. C'est donc une collaboration Aphoris Bretagne-CRTS qui marque un peu cette relance des rendez-vous régionaux du travail social. Nous en sommes très satisfaits parce que ces coopérations sont fructueuses. Et le webinaire d'aujourd'hui, le travail social en situation de crise, inventivité des pratiques et perspectives d'évolution, vise à renforcer, à dynamiser la reconnaissance des professionnels du travail social dans leur capacité et leur savoir-faire à gérer les situations complexes qui sont un peu le lot quotidien du travail social, mais qui sont aussi particulièrement exacerbées en cette période de crise sanitaire. Ce webinaire fait suite, ce rendez-vous régional fait suite au rendez-vous que nous avions déjà eu le 20 novembre 2020, qui s'intitulait Proximité-distance, les effets Covid sur la relation professionnelle-usagée, et qui était déjà axé sur cette question de comment les professionnels peuvent faire face dans une situation un peu inédite que nous connaissons actuellement. Ce rendez-vous du mois de novembre était l'occasion de rendre compte d'une enquête qu'avait menée le CRTS
auprès de 600 professionnels du travail social, avec l'appui du centre de recherche d'Ascoria, pour essayer d'évaluer un peu la façon dont les professionnels avaient vécu la crise. Cette enquête se situait après le premier confinement de 2020. Et donc aujourd'hui, on est un peu dans la suite logique puisque beaucoup de travaux ont été engagés, des travaux très importants. Et Marie-Paule Cols, qui visiblement nous a rejoints, va nous rendre compte du travail qui a été mené au niveau national par le Haut Conseil du travail social. Et puis le comité breton des conseillères techniques en travail social a fait aussi un important travail dont elles vont nous rendre compte à travers le guide qu'elles ont réalisé. Je vous remercie beaucoup de votre présence et de garantir la qualité de nos échanges au cours de ce webinaire. Merci. Nous venons de traverser une série de confinements qui nous a tous impactés dans notre exercice professionnel. Cependant, malgré les difficultés rencontrées dans le quotidien de la pratique du travail social en temps de pandémie, le contexte sanitaire peut être envisagé non pas comme un obstacle à l'intervention sociale, mais comme une opportunité de faire un pas de côté, de s'arrêter pour questionner sa pratique professionnelle, repenser la relation d'aide, innover et développer des outils adaptés à l'évolution de notre société et proposer des guidances, des modalités de soutien. Donc, portés par ces questionnements, les membres du réseau breton des conseillères techniques en travail social ont élaboré donc, le guide d'appui à l'accompagnement social à distance. Et sur la même période, donc une saisine ministérielle demandait au HCTS d'explorer les enseignements de la crise sanitaire sur les organisations et les pratiques professionnelles des travailleurs sociaux. Et d'identifier, je cite, les réponses innovantes mises en œuvre en portant une attention particulière aux initiatives de territoire et à celles des institutions et des acteurs. Donc ces deux travaux reflètent les points de convergence des préoccupations nationales, régionales et départementales et mettent en valeur la force du réseau ou des réseaux. Donc pour commencer, je m'adresse aux intervenantes, autrices de ce guide et de ce rapport, pour leur demander quels sont les fondements de la démarche qui a abouti à ces deux travaux, quel est l'esprit et quelle est la méthode qui vous ont guidé dans leur mise en œuvre. Alors, c'est Pascal, ok. Marie-Paule Cols devait démarrer la... Je peux... Oui, Pascal, si vous voulez bien reprendre la parole. Je vais juste... Alors, je ne sais plus. Ah, bon, donc j'y vais. Marie-Paule Cols. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bienvenue au webinaire. Nous venons juste de lancer la première question. Vous m'entendez correctement? La bande passante est un peu faible. Je peux y aller? On va essayer. Je vais couper ma caméra. Oui. Voilà. Et je vais essayer. Vous allez me dire si ça va un peu mieux. Oui, c'est bien. Voilà. Et puis, ce que je vous propose, c'est que comme je vous vois, faites-moi un petit signe et j'essaierai Ouais, la connexion est très mauvaise. Ou de Marie chez Bonnel ou Véronique. Voilà, vous me faites un petit... Ouais, c'est difficile. Ouais, la connexion est très difficile, Marie-Paule. Je propose qu'on passe la parole à Pascal Kerlidou pour démarrer. Et Marie-Paule, je vous repasserai la parole à la suite, si vous voulez bien. D'accord. Bon, c'était... Enfin, l'idée, c'était de vous présenter le réseau des conseillères techniques en travail social. Ce réseau existe depuis 2018 et
on s'est retrouvés autour de plusieurs dynamiques et principalement celle qui concerne la formation initiale et continue des diplômes de travail social. Nous sommes composés, enfin nous sommes constitués de 4 représentantes des 4 départements, donc des conseillères techniques des 4 départements, et moi-même qui suis conseillère technique en travail social à la DRETS. Donc c'est un réseau qui, je dirais, c'est constitué de façon informelle et spontanée, on va dire, mais réellement porté par la nécessité d'échanger et de construire des réflexions autour des sujets du travail social et de façon opérationnelle au plus près des pratiques de terrain. Donc, ce qui nous a aussi réunis, c'est la fonction de conseillère technique dans nos institutions, où effectivement on bénéficie de par cette fonction de la possibilité de réaliser un pas de côté, et vous l'avez prononcé en introduction. Et ce pas de côté, c'est ce qui nous a permis donc de nous réunir, de prendre du recul aussi sur nos réalités de travail et avec l'habitude de nous rencontrer, on a du coup cette démarche, elle a été nourrie par nos possibilités enfin, on se réunissait autour de questions sociales et on se constituait des ressources pour se présenter et travailler dans nos institutions, notamment parce que nous sommes sollicités pour des avis, pour la construction d'outils, pour la formation. Et cette posture, en tous les cas, le fait de nous retrouver entre conseillères techniques nous consolide en tous les cas dans nos réflexions et dans notre positionnement institutionnel. Le jour où la période de confinement a vraiment constitué un moment fort de notre réflexion, hein, enfin, on parle de production suite à, enfin, ça a réuni notre intelligence collective et qui, pendant le confinement, on a souhaité continuer à se réunir. Et c'est vrai qu'on a été dans l'utilisation des outils numériques et à partir de ce cadre d'échange, nous avons donc réalisé ce guide. Et depuis, enfin, c'est vrai que nous avions l'impression de le faire modestement dans nos préoccupations immédiates, mais c'est vrai qu'il a depuis suscité une grande curiosité de la part de professionnels et à tous les niveaux, qu'ils soient départemental, dans les départements, dans les régions et au niveau national, notamment avec le rapport que le HCTS a réalisé sur le travail social au défi de la crise sanitaire. Voilà. Merci Pascal. Je propose à Céline de poursuivre. C'est pas Céline, c'est Claude qui va poursuivre. D'accord. Donc sur le contexte qu'on avait en 2020 et les constats qu'on a pu faire, c'est vrai que très vite, nous nous sommes retrouvés brutalement dans une situation inédite, un état de sidération. Il y a eu la mise à l'arrêt, la mise à distance et la réalité du confinement où chacun devait rester chez lui en dehors effectivement des gens qui étaient organisés pour un service minimum. Dans ces conditions, la question s'est vite posée sur comment on accompagne sans être présent physiquement.
De la place où nous étions, nous, en tant que conseillères techniques, on a été interpellés et il y a un certain nombre de signes d'alerte qui nous ont été ramenés, notamment lors des contacts avec les professionnels de terrain. Sur la notion aussi de développement du matériel numérique qui était développé de manière inéquitable en fonction des équipes et du lieu où on était, avec certains qui étaient plus ou moins équipés, d'autres qui ne partaient de rien. Et puis pour d'autres qui, devant l'absence de matériel, ont aussi utilisé des outils personnels. Et on avait également, je veux dire, des professionnels qui avaient des sensibilités bien différentes sur le sujet du numérique, qui étaient déjà repérés en amont de cette question-là de confinement. Je veux dire, les travailleurs sociaux numériques, c'est une question particulière. Mais qui, pour aussi des impératifs d'efficacité, ont adapté leurs pratiques professionnelles en utilisant parfois des visios, mais aussi en faisant parfois abstraction de règles de précaution. Donc, c'est la question du transport des dossiers papier à domicile ou l'utilisation des ordinateurs familiaux. Et au moment du premier confinement, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il n'y avait pas de documents repères sur les usages du numérique en travail social. Des documents repères sur le côté pandémie, oui, mais pas sur les usages du numérique. Alors, est-ce que Marie-Paul peut poursuivre en espérant que la connexion soit bonne? Je pense que ma connexion va être compliquée. Donc, si ça ne marche pas mieux, sous les yeux. Donc, Céline ou peut-être Véronique, si ça Ok. peut-être prendre le relais et lire ce que j'aurais dit. Est-ce que vous m'entendez ou est-ce Oui, à peu. que les participants soient... Parce que c'est trop difficile pour les participants. Je pense qu'effectivement, il y a des soucis de connexion. Donc, effectivement, comme vous le proposez, Marie-Paul, je vais lire le texte que vous avez écrit. Donc, à l'origine du rapport Le travail social au défi de la crise sanitaire, donc le HCTS a été saisi en octobre 2020 par 6 ministres pour explorer l'impact de la crise sanitaire sur les organisations et les pratiques professionnelles des travailleurs sociaux. Donc, la dimension interministérielle a vraiment été une opportunité pour mettre en évidence le caractère transversal du travail social. Donc, une occasion pour rappeler que le travail social intervient à tous les âges et dans tous les domaines de la vie quotidienne des citoyens et qu'il convient de dépasser les approches sectorielles et cloisonnées de nos politiques publiques pour arriver à comprendre et à expliquer l'essence du travail social, son fil conducteur, quel que soit son champ d'intervention. Donc pour cela, nous avons donc fait le choix de resituer le travail social dans son environnement et prendre en compte le contexte. Donc, pour conduire ce travail, nous avons souhaité appréhender le travail social en portant un regard sur l'environnement dans lequel il évolue. Donc, les questions de gouvernance, les dynamiques territoriales, l'impact sur le public, l'impact sur les pratiques sociales elles-mêmes, le ressenti des professionnels, mais aussi les initiatives qui ont été prises pendant cette période. Donc pour cela, nous avons réalisé 35 auditions, élus, syndicats, associations professionnelles, fédérations, têtes de réseau, institutions. Et nous nous sommes appuyés sur des comités locaux du travail social et du développement social qui ont mené des enquêtes auprès des travailleurs sociaux eux-mêmes. Alors, comme la connexion avec Marie-Paul Coll, c'est difficile, donc on va essayer d'interagir avec Marie-Paul via le fil de discussion. Dans l'immédiat, je vais passer la parole à Pascal s'il y a des réactions dans un premier temps. Alors, c'est vrai que
Voilà, Pascal, Pascal Lecorche, je te passe la parole. Ton micro est coupé. Pour l'instant, il n'y a pas de réaction sur la discussion, à part le fait qu'on n'entende pas Marie-Paul, effectivement, c'est dommage. Ouais. Donc, Marie-Paul s'excuse vraiment de ces soucis techniques. On va essayer de faire avec, hein. De toute façon, on est là ensemble et on va construire ensemble le contenu. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de poursuivre ce webinaire et puis on va essayer d'interagir aussi avec le fil de discussion pour pouvoir avoir Marie-Paul Cols avec nous. Alors, donc dans le premier confinement, mais également dans les suivants, certains dispositifs ont été mis en suspens. En fait, le cadre était différent, les travailleurs sociaux ont travaillé autrement, ils ont pris des initiatives et ils ont montré que c'était possible. Donc, vous avez pu mettre en lumière ce qu'on appelle une inventivité à chaud. Donc là, je m'adresse à vous toutes, tous. D'après vous, peut-on dire aujourd'hui que le contexte de la crise sanitaire a fait émerger un changement de pratique du travail social? Donc, si mon code couleur est bon, je vais passer la parole à Liliane. Alors, on a juste peut-être sauté une petite étape qui était sur la méthodologie de travail utilisée dans le cadre de notre réseau et un peu le pourquoi on a décidé à un moment donné de rédiger ce guide. Rapidement, juste pour dire que, comme le disait Claude, en fait, on avait peu de documents écrits sur les usages du numérique dans le travail social, ce qui nous a conforté dans l'écriture de ce guide. Et on s'est réparti le travail sur une période de 6 mois avec un rythme très, très soutenu et surtout dans l'idée de recueillir avant tout la parole des personnes accompagnées et la parole des travailleurs sociaux. Donc, ce guide comporte pas mal de témoignages de professionnels et c'est à partir de ces paroles de professionnels et de personnes accompagnées que je vais vous exposer ce que, en tout cas, nous, on a pu constater comme adaptation du travail social dans cette période de crise. Alors, en premier lieu, évidemment, comme tout un chacun, l'organisation a été percutée par le confinement et le télétravail s'est imposé de manière très brutale aux travailleurs sociaux comme aux autres professionnels. Il faut savoir que dans nos structures, les professionnels étaient plus ou moins équipés, d'une part. Donc, dans un premier temps, les travailleurs sociaux ont facilement utilisé leur smartphone ou ordinateur personnel, ce qui a pu par la suite poser question. Ces professionnels avaient plus ou moins d'appétence pour les outils du travail social, certains disant « je n'avais jamais utilisé de mail dans le cadre de mon intervention professionnelle ». Et puis des compétences donc plus ou moins développées dans l'utilisation des outils. En conséquence, les formes d'accompagnement pendant ce confinement ont évolué et se sont adaptées au contexte, là encore de façon très variable suivant les structures et les territoires. L'arrêt du collectif a été très brutal. L'accompagnement collectif en cours, les actions collectives, même les réunions d'équipe, tout ce qui était projet participatif ont été stoppés immédiatement. Par contre, certaines actions collectives ont pu par la suite se remettre en route ou se poursuivre. Par exemple, les actions concernant les femmes victimes de violences. Elles ont évolué, elles ont été retravaillées avec les femmes et à partir de leurs besoins du moment, pendant le confinement. Très rapidement, on a pu imaginer d'utiliser la visio, puisque nous aussi on s'est adapté aux outils numériques, pour maintenir notamment les échanges de pratiques, les supervisions, pour garder du lien entre les professionnels dans certaines collectivités. Il y a eu aussi la création d'équipes dédiées sur la protection de l'enfance notamment, puisque les missions prioritaires, et là on parle peut-être plus particulièrement des départements, mais concernant la mission de protection de l'enfance, elle a dû être exercée. Et donc, il y a eu des appels aux volontaires, travailleurs sociaux, pour soit réaliser des informations préoccupantes, soit intervenir dans des internats Covid qui se mettaient en place.
Du côté de l'accompagnement individuel, il s'est centré sur les besoins essentiels dans un premier temps, et notamment alimentaires, avec ce qui a été constaté, une simplicité de réponse liée notamment à la mobilisation des CCAS et des associations. Et puis, par ailleurs, c'est ce que je disais précédemment, donc la poursuite des évaluations d'informations préoccupantes et des missions de protection de l'enfance. On a constaté au travers du témoignage des professionnels un développement du prendre soin et de l'aller vers. On a constaté les appels spontanés pour prendre des nouvelles sur la santé, le moral, maintenir le lien avec les personnes. Nous dit par exemple une infirmière en insertion qui démarrait dans sa fonction à ce moment-là, elle était très étonnée de la spontanéité de réponse des personnes qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait jamais vues, mais qui étaient vraiment très heureuses de cette attention qui leur était portée. Alors certains allocataires du RSA disant nous on est confinés tout le temps, donc effectivement le fait d'être en confinement ne modifiait pas énormément leurs relations sociales, mais le fait d'avoir un entretien et une attention portée à leur état de santé était très très bien reçu. Concernant les droits de visite en protection de l'enfance, on a reçu également des témoignages de professionnels intervenants dans ce domaine ou même de cadres qui disaient que les appels en visio avaient pu modifier le regard des professionnels sur les compétences parentales. C'est-à-dire que l'enfant pouvait montrer à ses parents directement via la visio dans quel cadre il évoluait. On pouvait aussi, lors des droits de visite, se rendre compte de comment se comportaient les parents. Il y avait un lien qui a pu à ce moment-là être facilité. Concernant les dispositifs, un allègement administratif a été mis en place à ce moment-là. Concernant notamment le dispositif d'accès au RSA, le renouvellement des contrats d'insertion a pu se faire par téléphone. Certaines collectivités ont accordé des prolongations automatiques des droits. Les aides financières ont été accordées sans justificatif, avec une instruction et une décision basée sur la confiance. L'écrit du professionnel faisant foi à ce moment-là. Du côté du partenariat, il a pu être complexifié du fait de la fermeture ou de l'absence de structure, ou au contraire simplifié, parce que du fait d'une disponibilité des collègues de Pôle emploi ou de la CAF, par exemple, il y avait des réponses très rapides à des questions qui étaient posées par les professionnels. Autre exemple, en matière de distribution alimentaire, dans un CMS, il s'est engagé une réflexion au sujet de la distribution puisque l'épicerie sociale était fermée. Et donc, il a pu être fait une distribution même au sein du CMS, ce qui, du côté des travailleurs sociaux, ça leur a fait dire qu'ils se sentaient utiles, qu'ils s'étaient impliqués dans ce qui n'était pas leur travail quotidien, mais là, exceptionnellement, ils l'ont fait et se sont sentis utiles. On a pu également constater une transposition de compétences. En fait, des conseillers insertion, travailleurs sociaux à l'origine, mais exerçant dans le domaine de l'insertion, sont intervenus en protection de l'enfance. Des assistantes sociales ont pu donner un coup de main également sur l'évaluation des dossiers d'APA. En fait, les besoins ont été priorisés. Et c'est là que l'engagement des travailleurs sociaux s'est manifesté. Ils ont sorti de leur zone de travail habituelle pour vraiment s'engager auprès des personnes dont les besoins étaient criants à ce moment-là. Alors, un autre élément qui a été évoqué par les professionnels et qui a son importance, c'est le management qui a pu être proposé à ce moment-là dans le cadre des équipes. Les encadrants aussi ont dû s'adapter à cette nouvelle organisation et les travailleurs sociaux ont ressenti plus ou moins de souplesse dans ce qui était proposé par le cadre, plus ou moins de contrôle ou à l'inverse d'autonomie laissée aux travailleurs sociaux. Certains cadres ont pu parler aussi de réassurance des professionnels isolés chez eux, étant en sentiment de perte de compétences. Et puis, cette période de confinement, ce travail social à distance a aussi comme questionnement qui est transversal un peu à tout le monde, c'est les répercussions sur l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, le droit à la déconnexion, comment continuer à faire équipe,
dans ce contexte de travail où tout le monde est à distance. Merci. Alors, je vous propose maintenant de lire l'intervention de Marie-Paul Coles. Attendez, il ne faut pas que je me mélange mes feuilles du coup. Donc, en ce qui concerne le changement des pratiques du travail social, Marie-Paul nous dit « Je ne sais pas si on peut parler de changement de pratique, mais on peut assurément parler d'impact sur les pratiques et d'adaptation. » Donc, dans le travail d'exploratoire que nous avons mené pour faire ce rapport, les acteurs interrogés étaient unanimes pour reconnaître l'engagement des travailleurs sociaux dans un contexte de premier confinement où tout était bousculé. Tous les repères et habitudes avaient soudainement disparu, plus de bureaux, plus de collègues à proximité, les services publics fermés, des partenaires injoignables, et donc seul chez soi avec parfois juste un téléphone. Et puis, progressivement, assez rapidement, les choses se sont organisées à distance, dans un cadre nouveau, donc avec le télétravail. Donc la crise sanitaire a été à la fois un révélateur et un accélérateur. Un révélateur de ce qu'on avait peut-être perdu de vue et de nouvelles perspectives. Donc ce qu'on avait perdu de vue, donc, chacun s'est rappelé que le cœur de métier du travail social, c'est avant tout l'accompagnement. Dans cette période de turbulence, la dimension du prendre soin, du care, s'est imposée. Donc des aides à domicile voulaient coûte que coûte continuer à aller chez les personnes âgées seules et dépendantes. Des éducateurs s'inquiétaient pour les enfants qui ne pouvaient plus être accueillis. Des bénévoles s'inquiétaient de ne plus pouvoir assurer la distribution alimentaire. Donc, cette inquiétude était sous-tendue soit par la conscience professionnelle et le sens des responsabilités, soit par tout simplement le souci de l'autre. La priorité pour tous ces intervenants sociaux était de prendre soin de ces personnes. Mais la crise sanitaire a ouvert aussi de nouvelles perspectives. Donc la situation a ouvert des possibles, tels que l'accompagnement à distance, qui n'était jusqu'alors envisagé que dans des situations rares et qui parfois se sont révélées facilitatrices parce que moins intrusives. Donc ce point a été développé aussi dans le guide d'appui qui vous est présenté par l'équipe des conseillères techniques. Donc, un accélérateur a été bien sûr l'usage du numérique. Et même si l'utilisation du numérique n'est pas nouveau pour les travailleurs sociaux, on ne peut pas nier que les outils numériques, du téléphone à la visioconférence, en passant par le SMS et les réseaux sociaux, ont été une opportunité pour maintenir le lien avec les personnes. L'expérience positive de l'utilisation du numérique va permettre d'inscrire durablement cette pratique dans les institutions et devrait présenter un gain de temps pour tous, y compris pour les travailleurs sociaux, à la condition de ne pas céder à l'illusion que désormais tout échange peut se faire à distance. La rencontre directe doit rester une priorité. Elle reste la base de la relation humaine et du dialogue. Donc la crise sanitaire, un accélérateur donc également de l'aller vers. La notion d'aller vers est récente dans le discours sur l'évolution du travail social, même si elle ne l'est pas vraiment dans les pratiques. Et cette notion est antérieure à la crise sanitaire. Ce que nous avons pu constater, par contre, c'est qu'elle s'est fortement concrétisée pendant la période du confinement. Donc l'éloignement forcé a soudain rendu impérieux la nécessité d'aller vers les personnes indépendamment d'une demande exprimée, mais plutôt dans un souci de prévention et de bienveillance. Donc l'exemple des SAMU sociaux, l'exemple des appels systématiques pour prendre des nouvelles hors demande explicite, appel des familles dont les enfants ne pouvaient plus être accueillis en établissement. Alors là, ce sont des exemples que devait développer Marie-Paul. Du coup, je sais que ces exemples sont mentionnés dans le rapport
Et donc, vous pourrez aller à la suite pour consulter le rapport pour lire ces exemples. Alors, on va poursuivre sur les dynamiques identifiées, les valeurs partagées. Et là, c'est Claude qui va nous prendre la suite. Alors effectivement, dans cette période-là, nous avons tous vécu le même contexte, que ce soit les professionnels ou que ce soit les personnes accompagnées. Donc ça a permis un certain côte à côte entre nous. Ça a permis aussi de redonner de la valeur à la personne, à la parole de la personne, pardon. Et il fallait la croire et lui faire confiance. Elle n'était pas sur place et on devait vraiment faire confiance. Et également aussi de conforter la place du professionnel qui, au regard de son administration, n'a pas eu non plus à produire de justificatifs qui sont bien souvent demandés pour toutes les demandes. Un autre point qu'on a pu constater, c'est le renforcement des solidarités entre les professionnels en interne et en externe. Chacun s'est soucié de l'autre et a permis la continuité de nos services. Et se sont parfois, comme disait tout à l'heure Liliane, mis à disposition d'autres services, notamment pour les services qui avaient en charge les mineurs confiés. Ça a permis, je trouve, moi, de retrouver aussi une relation humaine. Bien souvent, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la question de comment allez-vous est reposée, ne serait-ce que dans les mails ou dans les communications qu'on peut avoir entre professionnels ou même vis-à-vis des personnes accompagnées. Ça a permis aussi de leur renforcer leur autonomie. Les professionnels se sont appuyés sur les compétences de la personne. Les personnes elles-mêmes se sont faites confiance, elles ont aussi trouvé des solutions et se sont appuyées dans leurs propres ressources et sur celles de leur environnement. Les enfants et parfois les voisins sont venus en aide pour dépanner, notamment quand les petites questions d'informatique ou faire des demandes au niveau de la CAF pour certaines personnes. Et un point qui revient très fort dans ce moment-là, enfin, ce qu'on peut en tirer comme élément, c'est le besoin réel des professionnels de travailler en équipe, d'avoir des échanges informels, de pouvoir débriefer après un entretien et de bénéficier d'un accompagnement technique et managérial, y compris à distance. Sur le sens que les professionnels ont pu trouver dans leur travail, dans la relation à l'usager, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, savoir qu'ils se sont centrés sur la relation et non pas sur un dispositif. L'allègement administratif leur a donné de la disponibilité pour mieux accompagner. Ils ont tous vécu, on a tous vécu des moments durs et éprouvants, mais les professionnels se sont sentis utiles à ce moment-là. Ils se sont mobilisés et ont toujours été au rendez-vous. Nous avons pu relever la capacité des professionnels aussi à s'adapter à de nouvelles organisations liées à la crise, mais qui avaient un sens pour eux, contrairement aux réorganisations des collectivités qui sont plutôt subies par les agents. Ils ont aussi expérimenté avec le public de nouvelles méthodes d'accompagnement et redonné du crédit à des actes professionnels, notamment ce qui concerne l'intervention ou les entretiens téléphoniques. Merci. Je vous propose qu'on prenne quelques remarques que Pascal Lecor donc, va vous le relayer. Alors, il y en a qui vient d'arriver, je n'ai pas eu le temps. On a des demandes sur à quel endroit est-ce qu'on peut trouver le guide et le rapport. Alors, pour le guide, je pense que c'est sur le site d'Ascoria. Hein, il y a un lien qui a été fait dans la discussion. Et pour le rapport, on peut le trouver sur le site du HCTS, nous dit Marie-Paul Coll, ou alors aussi sur le site de l'ANAS. Apparemment, il se trouve aussi ce rapport-là. Hein. Oui, les rapports sont effectivement à plusieurs endroits et nous les avons aussi centralisés sur la page de ce webinaire hein, sur la page du CRTS de Bretagne, là où vous pourrez avoir toutes les infos et le replay du webinaire. Et j'avais une question. Alors, je ne sais pas si c'est l'endroit, mais ça fait rien. C'est une personne qui interroge quid finalement du droit des personnes âgées, de la défense des droits des personnes âgées, notamment dans les institutions, du fait de cette crise. Je ne sais pas si ça peut être une réponse de quelqu'un. Et sinon, il y a des observations effectivement sur des responsables d'intervention à la CAF notamment, hein,
et qui rejoint bien sur les propos qui sont tenus sur l'impact de la crise, effectivement, et sur cette aller vers, finalement, qui est une pratique qui est mise en œuvre déjà depuis un bon moment à la CAF, mais qui ici est venue finalement prendre tout son sens sur des choses peut-être qui se faisaient déjà, qui prenaient pas sens forcément, et là, bon voilà, des pratiques qui du coup ont pris sens plus aujourd'hui du fait de la crise, effectivement, parce on est plusieurs sans doute à avoir dû y aller, quoi, hein. Et que c'était aussi d'autres interventions qui sont autour de que sortir de ses habitudes finalement a été quelque chose d'obligatoire pour le coup là, et que ça a été bénéfique à la fois pour les travailleurs sociaux et les personnes accompagnées. Et qu'il faut à tout prix, même si la crise, on va passer dans une période peut-être différente, ou moins la crise sera peut-être moins forte ou moins de confinement, il faut quand même sauvegarder un peu ces espaces de liberté qui ont pu émerger ou être développés d'une façon ou d'une autre. Maintenir un petit peu toutes ces expériences positives finalement qui ont pu arriver. Voilà, je ne sais pas si ça appelle des observations des uns et des autres. Et les 2 documents sont également accessibles sur le site du CRTS de Bretagne. Est-ce que parmi les personnes autour de cette table virtuelle, vous souhaitez proposer un exemple, par exemple, illustrer tous les points qu'on vient de dire, alimenter ces apports? Dans ce cas-là, je vous propose de poursuivre sur les enseignements que nous pouvons tirer des pratiques observées. Oui, Céline. Céline, tu voulais intervenir? C'est à Nathalie maintenant, oui. Ah, d'accord. Donc, porter un point de regard sur les points de vigilance, comment instaurer des modes de fonctionnement qui résistent aux crises, comment sécuriser les pratiques professionnelles. Alors, vous m'entendez, c'est bon? Oui. Bon, parfait. En fait, les professionnels, ce qu'ils gardent du contexte, c'est un appauvrissement des dynamiques d'accompagnement et d'évaluation, parce que malgré le fait d'aller vers, etc., on n'est pas allé vers tout le monde quand même, et on en a oublié quelques-uns sur la route. Et le lien social a été quand même fortement abîmé, notamment en l'absence de pouvoir mettre en place des actions collectives. Tout ce qui était collectif a dû être arrêté parce qu'on n'avait pas de plan B pour les maintenir. Et ce qui, par conséquent, a renforcé l'isolement des personnes certainement les plus fragiles et a pu conduire à des situations dramatiques. Et on voit encore aujourd'hui, je pense qu'il y aura des conséquences qui vont être assez importantes. Nous avons également constaté une peur assez partagée par les professionnels que ne soient retenus que les aspects finalement techniques du confinement, comme ceux notamment liés au numérique. Donc, on fait tout en visio, à distance. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui leur fait peur. Ce pourquoi aussi on a écrit un guide. Et il en ressort également quelques points de vigilance qui, à notre sens, seraient nécessaires. Il y en a d'autres, hein, mais on ne peut pas en citer énormément. Et on pense qu'il faudrait porter une attention particulière justement aux personnes les plus éloignées et celles qui ont peut-être le plus de difficultés en fait, à faire appel en cas de situation de crise, celles qui sont les plus éloignées de nos services, de permettre également le maintien des liens et les droits de visite et d'hébergement. Et on a vu à quel point, en fait, ça a été compliqué d'arrêter, en fait, tous ces liens, alors que peut-être qu'une autre solution technologique aurait pu permettre le maintien de certains liens. En tout cas, il faut prévoir des plans B, on voit bien. Maintenir toutes les formes d'accompagnement, donc je l'ai dit tout à l'heure, individuel et collectif, pour éviter justement l'isolement des personnes et également éviter d'être dans une logique de guichet sous prétexte d'une simplification, parce que c'est quand même ce qu'on ressent fortement et ce qui se passe aujourd'hui.
et ce qui se passera peut-être davantage demain. Et puis enfin, pour nous, l'impérieuse nécessité en fait de tirer les leçons de cette crise. Si on ne fait pas le bilan, chacun et chacune, individuellement et collectivement, et avec les partenaires en interne, pour essayer d'adapter en fait et d'améliorer les fonctionnements aux besoins des personnes. Et puis on n'est pas à l'abri en fait d'autres choses. Donc, et ça a été un très bon révélateur en ce sens. Les changements positifs marquants qui ont été retenus par les professionnels durant cette période ont été plutôt les allègements administratifs et les décisions qui ont été extrêmement plus rapides, mais à un tel point qu'on était même étonné en fait, on se demandait s'il manquait pas un papier, mais non, il n'en manquait pas parce qu'on n'en demandait pas. Mais aujourd'hui, on a vu qu'un retour à ce qu'on connaissait avant la crise est vite réapparu quand même. Ce que les professionnels ont souligné, c'est moins de réunions, donc plus de disponibilité en fait pour effectuer leur travail. Et puis des plannings aussi pour les enfants placés, par exemple, qui étaient nettement moins chargés, et donc pour les référents éducatifs, etc. Ce que les professionnels ont retenu d'intéressant au travers ces changements, c'est bien évidemment en fait tout ce qui a été dit, le résume assez bien, c'est une certaine solidarité, mais pas qu'avec les collègues, c'est aussi en fait avec les personnes accompagnées, les citoyens. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est quand même à souligner. Également la facilité en fait avec laquelle les choses pouvaient se passer. Donc on a bien vu que on pouvait faire différemment aussi. Et puis, certainement la création de liens humains totalement différents de ce qu'on pouvait connaître auparavant. Enfin, on s'est aperçu qu'il y avait des liens humains. L'important, c'est celui d'avoir participé à une expérimentation grandeur nature. Je pense qu'on ne l'aurait jamais espéré autrement, d'un nouveau système où chacun a pu faire sa propre expérience, on a pu s'essayer à d'autres formes d'accompagnement, prendre des risques, on l'a vu parfois, et puis s'apercevoir que d'autres modèles de fonctionnement sont tout à fait possibles et visiblement peuvent fonctionner. Donc voilà. Et d'après vous, quelles sont les perspectives et les pistes de réflexion à engager? Donc après un peu plus d'un an de crise sanitaire, on peut dire que, en particulier dans le travail social, on pense qu'on a bien mesuré en fait les limites du distanciel et puis surtout les vertus du présentiel. Ça, je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Entre urgence à agir et opportunité à saisir, il est nécessaire en fait de profiter du gain apporté par le numérique pour renforcer la valeur de l'humain et la qualité des relations. Il est ça résume ce que je disais tout à l'heure. Hein. Il s'agit pour nous maintenant de trouver en fait le juste équilibre de l'utilisation des outils numériques dans les pratiques professionnelles, ce qui suppose, par rapport à tout ce que nous venons de dire, de prendre le temps d'une réflexion. C'est vrai que nous sommes dans un monde où les choses vont extrêmement vite. Et la réflexion, on peut penser que c'est un luxe, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut véritablement imposer. Une réflexion éthique, en fait, individuelle et collective, avant d'adopter des réflexes qui pourraient ne plus avoir de sens. Et c'est ce qui se passait quand même avant la crise, c'est-à-dire qu'il y avait une perte de sens assez importante dans le travail social. Et au final, la crise étant passée par là, on pense, on a touché du doigt en fait un nouveau sens qu'on pourrait donner. Et la réflexion doit associer autant que possible les personnes accompagnées, porter entre autres sur l'utilité des données que nous renseignons, les traces numériques que nous pouvons laisser, l'intégration dans les procédures à un droit à l'erreur et dans nos institutions et dans nos pratiques un droit à l'oubli. Et puis s'interroger véritablement sur ce que nous partageons, c'est-à-dire avec je sais pas, en créant par exemple des ateliers d'éthique. Ce que nous partageons, c'est vrai qu'aujourd'hui, un mail va extrêmement vite, mais à partir du moment où il est parti, on ne possède plus l'information, elle ne nous appartient plus. Et puis, la nécessité de formaliser en fait toutes ces pratiques nouvelles par des guides pour que ça puisse apporter un cadre en fait à cette réflexion.
Il y a un deuxième point, c'est la formation, qui est un autre enjeu, mais qui est vraiment primordial. C'est la formation des professionnels et des publics. C'est sortir d'une logique de dispositif et ainsi cela pourra laisser en fait place à la créativité et à l'agilité et redonner du pouvoir d'agir aux professionnels parce que c'est quand même ce qu'ils nous ont renvoyé un maximum. Alors c'est vrai qu'après, dans les perspectives qu'on peut aussi repérer, alors évidemment, hein, les perspectives qu'on vous nomme là, ce sont des convergences liées notamment aux travaux là, que Marie-Paule présente dans son guide, mais aussi en lien avec le HCTS, déjà des choses qui arrivaient, que la crise hein, et tout le travail qu'on a fait un peu en réseau, hein, qu'on n'a pas pu vous expliquer concrètement tout à l'heure, mais globalement, c'est vraiment toutes ces réflexions-là. Donc, celle que vient de nommer Nathalie. Là, nous, on rajouterait aussi, pour le coup, tous les sujets de la participation et du collectif, pour le coup, qui seront plutôt, si ce n'est à engager, à relancer et impulser. Aujourd'hui, on ne sait pas trop où ça va en être. On a des perspectives, mais aujourd'hui, où ça en est tout ça quand même, cette affaire-là. Donc, la place des personnes, elle est évidemment à considérer dans nos pratiques, mais aussi en cas de crise, y compris en cas de crise. Pour le coup, on a du public qui nous a déjà fait des retours, hein, qu'en gros, on a besoin d'eux quand ça va bien, quoi. Donc, ça, je pense que c'est vraiment des choses à prendre en compte dans notre réflexion et puis peut-être en anticipant hein, j'ai envie de dire des plans B ou des choses comme ça pour qu'ils soient avec nous tout le temps, quoi, les personnes, hein, pas uniquement quand on a besoin et que ça va bien, quoi. Donc, du coup, ce qui est important et ça dans n'importe quel contexte, pour le coup, c'est vraiment de poursuivre la valorisation des potentiels et des ressources des personnes dans tous les sujets qui les concernent, mais aussi de rechercher leur consentement éclairé en les associant au choix des modalités d'accompagnement. Parce que pour le coup, en reprenant tout ce qui a été dit là sur le numérique, aujourd'hui, voilà, on est tous pris un peu au dépourvu, mais on impose un peu les choses. Aujourd'hui, quand on parle protection des données, quand on parle visio, quand on parle tout ça, est-ce que le professionnel, lui, est averti de ce qu'il peut faire, de ce qu'il doit faire, mais est-ce que la personne aussi, est-ce qu'elle est obligée d'accepter? Enfin voilà, donc c'est globalement sur tous les sujets, mais bon, le numérique est venu aussi renforcer un petit peu toutes ces notions-là, quoi. Donc, en gros, il s'agit pour chacun d'orienter un peu sa pratique professionnelle dans une recherche de l'équilibre hein, dans la relation professionnelle et personne accompagnée et sortir du rôle de sachant. Ce qui est vraiment important hein, à faire comprendre aux professionnels, c'est qu'en termes de participation, toute initiative est intéressante et que chaque petit pas compte dans cet ancrage de nouvelles pratiques. C'est aussi ça qui va faire qu'ils vont y aller, qui va aussi les rassurer, les sécuriser, mais qui va en tout cas mobiliser tout le monde, quoi. Donc, voilà. Donc, pour aussi échanger de ça, échanger de ces sujets, on se rend compte qu'il faut vraiment aussi des instances, des espaces d'échange et de construction. Donc, pour le coup, les comités locaux, les conseils consultatifs, voilà, il y a déjà des endroits qui existent, des organisations. Je pense que c'est vraiment là-dessus aussi qu'il faut poursuivre, qu'il faut continuer de développer. Et je pense pas simplement en notion départementale, en ancrage local, vraiment des choses transversales avec le public, tous les métiers, voilà, parler des sujets, parler du numérique, de la participation, en gros la société, qu'est-ce qui nous arrive, où on en est et comment on va faire ensemble, quoi. C'est surtout ça hein, qui va aussi, je pense, favoriser l'évolution et les transformations, en tout cas nous aider à les vivre, quoi. Le collectif, quant à lui, pour le coup, le contexte sanitaire a vraiment laissé des traces. Donc, il y a eu, par contre, l'effet positif, en tout cas, je parle pour le département du Morbihan, mais je pense qu'il est un peu partout. Hein, c'est que il a laissé, il y a eu un certain effet de manque. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Parce que pour le coup, les professionnels ont envie, et le public a envie aussi, donc ils sont demandeurs. Après, c'est qu'est-ce qui reste de ce qui existait il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, quels sont les besoins, où est-ce qu'il faut, comment il faut, enfin, comment il faut y aller, où il faut aller, plus que comment, en tout cas, y aller ensemble, ça c'est sûr, avec le public. Donc, relancer de l'analyse de besoins. Il faut qu'on soit aussi en veille hein, sur les nouvelles problématiques, etc. Donc, moi, je pense qu'il y a un boulevard là sur cette affaire-là. Le tout, c'est qu'avec la charge de travail, tout le monde est parvenu à son poste. Enfin voilà, il y a quand même des choses il faut déjà se recentrer aussi en équipe et après voir où on va. Mais je pense sincèrement qu'il y a vraiment un créneau sur le collectif, quoi.
Après, le gros sujet, je pense qu'on y était déjà, on y est davantage, hein, c'est quand même la question de fond. C'est la question du travail social, mais aussi la question des métiers du travail social. C'est sans doute une réflexion à engager et à engager collectivement. Globalement, ce que je vous disais, était en évolution depuis plusieurs années, depuis quelques années, mais la crise a accéléré quand même ce phénomène. Donc, en sortie de crise, il serait quand même important de faire un bilan en local des pratiques professionnelles, de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui a eu de bien, de moins bien, de qu'est-ce qu'on peut garder, de ce sur quoi on peut s'appuyer aussi, que ce soit sur les pratiques individuelles qu'en termes d'initiatives collectives, hein, pour le coup, ce que je disais. Et du coup, ça peut aussi faire l'objet d'actions pérennes. Il y a la question du télétravail hein, qui va se démocratiser aussi, donc qui sera intégré dans le rythme et la pratique professionnelle à distance. Ça sera important aussi d'observer les changements que cela va engendrer dans ces aspects positifs ou les points de vigilance. Et du coup, face à ces bilans aussi, ça va nous permettre aussi de comprendre les enjeux, où est-ce qu'elles vont se situer les évolutions, et anticiper sur l'accompagnement des professionnels en travaillant avec eux les outils, avec des repères éthiques et déontologiques qui vont leur permettre de sécuriser l'exercice du métier de demain. Marie-Paul, dans tout ce qu'elle a écrit, ce qu'elle aurait dû dire, mais en tout cas ce qu'elle a écrit, elle a nommé aussi hein, l'invisibilité du travail social et l'importance de le considérer, ainsi que les travailleurs sociaux comme piliers de notre État social. Donc, à une échelle de proximité, il va aussi être nécessaire d'engager un travail de communication sur les métiers du travail social. Nous allons devoir apprendre à en parler de façon positive aussi et à apprendre à donner à voir ce qu'on fait. La meilleure façon, c'est aussi d'apprendre à évaluer nos actions. Et pour le coup, on sait qu'on n'est pas les meilleurs en évaluation, en action sociale, en action médico-sociale et éducative. Pour le coup, si on ne fait pas cet effort-là, on risque quand même de moins exister encore, quoi. Pendant ce confinement, ce qu'on a pu constater hein, tout de même, c'est le regain d'énergie des professionnels. Pourquoi ? Simplement parce qu'ils ont retrouvé le cœur du métier. Donc là, on pense quand même qu'il y a un vrai éclairage, c'est-à-dire que voilà, ça pourrait être intéressant de travailler en proximité, en local, justement, c'est qu'est-ce qu'ils ont retrouvé, qui a existé à ce moment-là et qui n'existait pas ou qui n'existe plus, ou en tout cas qui leur a manqué. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il s'est passé quelque chose vraiment. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et je pense qu'il faut qu'on s'y accroche. Par contre, en point de vigilance, hein, en point d'alerte, ce qu'on peut quand même nommer, c'est qu'il faudrait éviter le délitement ou une trop grande spécialisation dans les formations initiales et les organisations. On peut vraiment constater que les formations sont davantage tournées vers des fonctions de coordination aujourd'hui et qui éloignent des besoins du terrain. Donc ça, on se rend compte vraiment de plus en plus, d'autant plus à l'aide sociale à l'enfance, mais globalement sur tous les métiers quand même. Plus globalement, hein, l'attractivité des métiers du social devient un sujet national sur lequel nous devons travailler entre employeurs, établissements de formation et régions. Nous sommes tous confrontés aujourd'hui à des difficultés de recrutement, sérieusement, avec des remplacements qui sont non honorés, ce qui crée une charge de travail supplémentaire pour des équipes qui sont déjà fatiguées. Le nombre de professionnels en arrêt long qui ont fait des demandes de reconversion professionnelle ou des ruptures conventionnelles, tout ça c'est en hausse hein, quand même, et un turnover qui engendre aussi un impact sur le public accueilli. Nous ressentons aussi l'effet de la réforme des diplômes d'État hein, qui sont devenus, on est à 3 ans là, donc ils sont devenus des diplômes universitaires, enfin en tout cas en cursus universitaire, et beaucoup de professionnels poursuivent en master. En parallèle, on peut constater une augmentation forte des demandes d'apprentissage. Donc là, sans doute que la question de l'accueil en alternance va se réinterroger à nouveau, j'ai envie de dire hein, quand même, dans les années prochaines à venir. Nous voyons donc les aspects formation et métier prendre une place dans nos proches réflexions. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on l'anticipe ensemble. Je vais terminer en fait sur les travaux que le réseau va continuer, enfin les travaux de conseillère technique en travail social va continuer à faire avant de laisser la parole à l'hologramme de Marie-Paul qui va traiter de cette question. Donc notre réseau en fait va continuer à alimenter le guide qu'on a pu écrire, qui était qu'un premier jet, on va dire, sur une situation un petit peu urgente qu'on avait vue, et sur le fait qu'il fallait absolument qu'on écrive quelque chose parce que rien n'existait, comme on l'a dit au tout début du webinaire. Et donc, on va essayer en fait de décliner de ce guide des outils pratiques
parce que c'est véritablement en fait ce qu'attendent les professionnels de terrain, sans oublier également les personnes concernées. Bien évidemment, on va continuer, nous, de notre côté, à réfléchir et à partager, parce que c'est important, en fait, de partager dans des réseaux un petit peu informels comme celui qu'on a créé. C'est peut-être d'ailleurs, la crise nous a aussi permis de découvrir d'autres espaces de travail et donc de réfléchir à des enjeux du travail social que sont les impacts de la crise, parce qu'on n'en est quand même pas sorti. L'émergence de nouveaux publics également qu'on commence à voir apparaître, certainement de nouvelles gouvernances aussi à imaginer, des pratiques, je dirais peut-être pas nouvelles, mais en tout cas à formaliser, ça c'est essentiel, des questions éthiques et déontologiques qu'on a peu vues en fait pendant un an. Donc c'est vrai que je pense qu'il est extrêmement urgent en fait de se reposer des questions et des bonnes questions. Et puis, notre objectif est de poursuivre l'accompagnement des transformations, d'alerter aussi sur les dérives parce que c'est notre métier et de rendre le travail social, comme disait en fait Céline, ainsi que le professionnel et les personnes concernées bien plus visibles et pas que dans les faits divers en fait. Voilà. Donc, pour Marie-Paule Cols, le premier point de vigilance, c'est de se rappeler qu'au tout début de la crise sanitaire, le travail social était hors des radars. Or, on sait que quelle que soit la crise, les populations vulnérables voient leur situation se dégrader. Donc, il est donc important de considérer le travail social et les travailleurs sociaux comme des piliers de notre État social et donc que la continuité de leur intervention doit être assurée, voire parfois renforcer leur intervention. Le deuxième point de vigilance est un risque d'engouement sans discernement sur l'utilisation du numérique dans l'accompagnement. Or, le numérique est un atout dès lors qu'on en maîtrise ses usages et qu'on en connaît ses limites, voire ses risques. Le troisième point de vigilance est l'enseignement que l'on doit tirer des situations d'isolement qui sont source d'aggravation des situations de vulnérabilité. Ce constat doit renforcer la place du travail social dans la création de liens sociaux et en particulier dans le développement des pratiques collectives. Le quatrième point de vigilance porte sur la participation des personnes accompagnées et des personnes concernées, participation qui a souvent été mise en sommeil pendant la crise sanitaire. Aujourd'hui, la participation des personnes concernées par les politiques publiques est devenue incontournable. C'est un enjeu démocratique. La crise a malheureusement éloigné les personnes concernées et accompagnées de la sphère des décisions. Ce constat doit nous amener à réfléchir sur la manière dont on s'inscrit de manière pérenne, la manière dont on inscrit de manière pérenne cette participation dans les organisations et les processus de décision. Et puis, il y a des enseignements à tirer des nombreuses initiatives qui ont émergé. Donc, la mobilisation citoyenne qui a été très riche et qui nous invite à réinterroger les modes de coopération possibles entre les travailleurs sociaux et les initiatives citoyennes. Une simplification des procédures et des circuits de décision qui a libéré du temps et de la créativité et qui devrait nous inciter à analyser ce qu'il serait possible de pérenniser. Des décloisonnements qui se sont opérés, par exemple dans certaines situations de maraude, où on a vu réapparaître des visites conjointes travailleurs sociaux, personnel de santé, ou encore des établissements d'un même territoire qui ne se connaissaient pas et qui ont mutualisé leurs ressources. Au fond, quand la situation sera redevenue normale, et on ne sait plus très bien ce qui est une situation normale, car elle ne sera peut-être pas tout à fait comme avant, le télétravail risque de s'instaurer durablement, les réunions en visio risquent d'être privilégiées, avec l'économie de déplacement que cela engendre, et il y a un risque de relâchement. Or, c'est à ce moment-là qu'il faudrait revisiter les pratiques pour développer les logiques de prévention, de création de liens de solidarité, de lutter contre l'isolement,
Bref, aux côtés de l'accompagnement individuel, il me semble qu'il conviendrait de positionner le travail social dans l'accompagnement social de projets solidaires. Donc, je vous remercie pour ces mises en perspective et ces points de vigilance. Donc, je vois qu'il y a quelques réactions, remarques, et je laisse Pascal Lecor prendre le relais pour nous en faire part. Pas tant que ça de remarques, si ce n'est que des conseils, mais que j'ai transférés à tous les participants sur la discussion. Martine Trapon, qui conseille notamment un ouvrage sur le sujet digital, qui a l'air d'être passionnant, selon elle. Sinon, j'ai pas énormément de remarques. Sinon, moi, je peux en faire une en tant que responsable formation, peut-être au titre puisqu'on a parlé de la formation des étudiants. On a des étudiants qui sont, parce que je m'occupe des étudiants assistants de service social, éducateurs spécialisés, éducateurs techniques, éducateurs de jeunes enfants. On a des gens qui maîtrisent effectivement les outils numériques bien mieux que nous, mais qui le maîtrisent peut-être en termes d'usage quotidien. Par contre, il faut retravailler avec eux des questions qu'on a entendues tout à l'heure sur les notions d'éthique, de qu'est-ce qu'on fait, comment on associe les personnes, comment on travaille en équipe avec des outils comme ça aussi. Donc, ça nous obligeait aussi à retravailler les choses qui n'étaient pas forcément dans les programmes jusque-là. Hein, forcément, la question s'est posée. Et j'observe aussi l'importance des choses qu'ils ont pu expérimenter, et c'est avec le concours des terrains professionnels, c'est de ne pas avoir arrêté les stages lors du deuxième confinement. Que ça leur a permis finalement d'être bien dans un processus d'apprentissage avec des hauts et des bas, des choses réussites, des choses moins réussites, alors que contrairement au premier confinement où tout s'était arrêté, où effectivement là, on a perdu au contraire du temps d'apprentissage et que voilà, même si ça a été difficile, je pense notamment au CD, aux conseils départementaux qui ont continué à jouer le jeu, voilà, le deuxième confinement a été extrêmement bénéfique pour ces futurs travailleurs sociaux, effectivement là, pour pouvoir apprendre, effectivement, malgré les difficultés, quoi. Et c'est aussi la question des droits des personnes accompagnées, de comment effectivement on les associe, comment aussi on vérifie effectivement qu'ils sont en capacité aussi de communiquer avec les travailleurs sociaux avec les moyens qui sont ceux-là aussi ou pas. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que je peux dire à ce point-là. Après, juste pour rebondir sur ce que vous dites, effectivement, ce qui était intéressant, c'était ce croisement pour le coup entre les étudiants et les professionnels sur cette question du numérique, avec plutôt des anciens professionnels qui s'appuyaient vraiment sur les aspects techniques des étudiants, et puis plutôt des anciens professionnels qui venaient éveiller l'étudiant à toutes ces questions éthiques, etc. Donc voilà, ça c'était plutôt intéressant, mais en plus avec des représentations. Ce qui est rigolo, c'est que globalement, on dit que les étudiants, ben voilà, ils sont jeunes, ils savent faire, etc. Donc, c'est comme s'ils n'avaient pas besoin, eux, d'être accompagnés au numérique. Alors que, pour le coup, je suis référente des formations initiales dans mon département, donc on sait bien, on voit bien qu'ils ont besoin d'être accompagnés aussi à toutes ces questions-là, si ce n'est plus, parce que, pour le coup, ben voilà, c'est toutes les questions éthiques des déontologiques qu'on a nommées, c'est la question du positionnement professionnel, du consentement. Enfin, pour le coup, par contre, c'est un bon vecteur, justement, d'apprentissage, je pense. Mais, et là, ils se retrouvent plutôt entre professionnels et étudiants. Donc ça, c'est intéressant. Mais on voit bien, hein, même en revenant sur le guide, hein, puisque pour le coup, on n'a pas pu présenter sur l'intro un petit peu notre démarche, etc., qui était pour le coup une démarche collective de tous les départements. Et c'est le sujet prioritaire enfin, en tout cas, qui nous a semblé important. Mais on voit bien, malgré le guide, malgré l'accompagnement qu'on a pu faire, toutes contre les conseillères techniques, etc., il leur faut des outils pratico-pratiques. Aujourd'hui, la question du numérique, elle est traitée de partout, mais de façon plutôt généraliste, on va dire. Aujourd'hui, la question, c'est, bah voilà, moi, je suis professionnelle de terrain, j'ai envie de dire, peu importe le métier, parce que là, on travaille avec les ASFAM, les sages-femmes, les puères, les éducs, les AS, enfin, c'est pour tout le monde la même question. C'est globalement comment j'intègre les usages dans ma pratique pro. Mais globalement, comment je sécurise le tout, quoi. Ça veut dire comment moi, je me sécurise sur mon domaine privé, déjà, sur ma pratique pro, et comment j'accompagne la personne autour de ces sujets-là. Donc, en fait, pour eux, ils se sentent un peu submergés. Donc, eux, ils disent que le numérique, c'est pas pour eux parce que concrètement, c'est un métier de proximité, donc on n'en veut pas. Mais mine de rien, ils y sont venus quand même plutôt pas mal. Mais aujourd'hui, ils se posent ces questions-là. Donc, c'est pour ça que nous, on sait bien qu'aujourd'hui, il faut un outil pratico-pratique, quoi. Il ne faut pas trop être dans le truc intellectuel. Il faut vraiment aller sur de la pratique terrain, quoi. Et c'est vraiment nos objectifs à venir, quoi.
Pascal, je te laisse poursuivre les échanges. Ton micro est coupé. Oui, alors qu'est-ce que je suis en train de lire en même temps, hein. Voilà, un responsable de formation moniteur éducateur, hein, notamment, qui confirme que les étudiants eux-mêmes ont du mal à intégrer les outils numériques, effectivement, dans le cadre professionnel et qu'il y a tout un accompagnement à faire là-dessus, autour de ça, sans doute. Et je pense qu'au-delà des outils numériques, ça vient interroger finalement aussi des pratiques bien au-delà de l'usage du numérique. Donc, ça a un côté positif finalement globalement sur la formation, sur le questionnement du positionnement professionnel qu'on doit avoir. Enfin voilà, ça vient interroger bien plus que le simple usage ou pas de l'outil numérique en fait, hein. Des questions peut-être qui n'auraient pas été aussi approfondies à ce moment-là, hein. Voilà. Et qu'il faut effectivement le même responsable de formation qui insiste pour dire qu'il faut également donner, il y a des éléments concrets à donner sans doute autour de ces questions-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai là à cette heure. Ok. Après, juste encore une petite remarque, hein. Moi, ce que je trouverais intéressant, c'est que pour le coup, on puisse allier la formation et les pratiques professionnelles à ces travaux-là. Mais ça. Roland, je te laisse la parole. Oui, je voulais juste intervenir, alors un peu décalé par rapport à la question des outils numériques, mais je voudrais repartir de ce qui a été dit sur le problème de l'invisibilité du travail social. C'est vrai qu'on a un problème, c'est de montrer, de dévoiler, de révéler ce travail invisible du social qui se fait au niveau des professionnels. Invisibilité d'ailleurs qui est aussi liée, c'est ressorti en filigrane un peu à travers ce qui vient d'être dit, qui résulte aussi du fait que le travail social, c'est un peu une usine à gaz vue par le commun des mortels, avec des politiques sociales en tuyaux d'orgue qui ne communiquent pas entre elles, avec toutes ces difficultés d'hyperspécialisation. Je redis ce qui a été déjà évoqué, mais il me semble qu'il y a un point essentiel autour de cette nécessité de rendre visible et de remettre au travail la question du sens. Question du sens qui a été bousculée par la crise sanitaire, question du sens qui de toute façon existait déjà autour de cette question de l'utilité du travail social dans une société, dans des politiques sociales qui ne les valorisent pas tant que ça aussi. Il me semble, et peut-être, moi, ça m'intéresserait d'entendre les conseillers techniques sur cette question-là, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a peut-être urgence à recréer ou à créer, à susciter des espaces où les professionnels du travail social, entre eux, puissent mettre ces questions-là au travail, dans ce qu'on appelle vulgairement des groupes d'analyse de pratique, c'est-à-dire pas des lieux où on va élaborer sur la théorie du travail social, mais des lieux où on va confronter les pratiques, et confronter ces pratiques, ça produit aussi quelque chose d'une explicitation et de la question du sens. Il me semble que c'est intéressant, enfin j'aimerais bien voir comment les conseillers techniques réagissent sur cette nécessité d'exceptionnel espace de mise au travail et de confrontation aussi avec les bénéficiaires eux-mêmes. Alors, du coup, j'avais levé la main juste pour parce que du coup, ce que tu dis, Roland, en fait, il y a une réflexion. En fait, on est en expérimentation pour le coup aussi le même département. On est on est en recherche-intervention sur le référent de parcours. C'est juste pour illustrer d'un exemple. Donc, dans cette recherche-intervention sur le référent de parcours, qui est composée de cadres et de professionnels de terrain, l'idée, c'est de mobiliser des professionnels et du public à participer avec nous à cette recherche-intervention. Deux professionnels ont pris l'initiative de faire en gros du porte-à-porte dans leur centre médico-social pour aller rencontrer leurs collègues, pour leur parler notamment du référent de parcours, de la participation, en gros des enjeux, pour le coup aussi du travail social et de ce qui s'y passe. Donc là, il y a eu plusieurs réactions, hein. Il y en a une qui disait qu'elle avait l'impression plutôt d'être un représentant ou voir autre chose parce que la porte se fermait. Donc, où il y a eu des réactions pas terribles, mais il y en a eu d'autres au départ en disant oui, ils vont venir mobiliser, moi j'ai pas de temps, si et ça. Et en fin de compte, ils ont insisté et ils se sont en fait installés avec des professionnels à parler travail social, enjeux du travail social, et du coup, ça a créé des groupes justement entre eux à parler des sujets.
Et du coup, là, ils ont eu le temps, ils n'ont pas dit qu'ils étaient, voilà, ils étaient débordés, ils ont facilité ça, et ça a créé, en fait, c'est en train de créer plutôt une émulsion sur ce centre médico-social. C'est parti du sujet du référent de parcours. Pour le coup, ils ont parlé de leur pratique pro, tout y est en fait dans les échanges. Et que moi, je confirme ce que tu dis, Roland, c'est que ça, voilà, c'est une approche, c'est une méthode. On parle de comités locaux, on parle d'ateliers éthiques, on parle de ces choses comme ça. Je pense sincèrement que si on redonne des espaces de parole aux professionnels, au-delà des situations individuelles, parce que ça, j'ai envie de dire que nous-mêmes, des cahiers des charges dans les formations, on en fait assez, on propose des choses comme ça, mais c'est plutôt pour parler de l'agressivité vécue, parler du profil enfin voilà, en tout cas de d'autres sujets, mais plutôt viser sur une situation individuelle ou sur de la méthodologie. Et globalement, on n'accorde pas assez de place aujourd'hui, en tout cas, nous, notre point de vue, même si on n'a pas empêché de le faire, hein, clairement, mais en tout cas, ça c'est pas, on les a pas provoqués, ça s'est délité, voilà. Donc aujourd'hui, on n'a sans doute pas laissé ces espaces-là. Suffisants où on les a pas relancés, où il faudrait les organiser. En tout cas, faudrait voir avec les professionnels pour ces espaces-là. Parce que je pense que c'est aussi ce qu'ils ont retrouvé pendant le confinement. C'est-à-dire que globalement, ils ont pu parler. Pour le coup, voilà, il y a un partenaire qui est pas là. Qu'est-ce que ça provoque? Qu'est-ce qu'on peut faire autrement? Mais pour le coup, il y a le numérique qui arrive. Mais oui, mais moi, le numérique, j'en veux pas parce que comme je ne connais pas, en travail social, je veux, voilà, on a mis, mais en même temps, tout le monde n'est pas d'accord. Mais entre eux, ils ne parlent pas de leur pratique. Ils ont un peu honte de dire que finalement, ils ont emmené des dossiers chez eux. Ils n'ont pas croisé, en fait, tout ça. Et pour le coup, moi, je suis vraiment convaincue que ces espaces permettraient, en tout cas, de redonner du sens et nous redonner aussi des pistes de travail, en travail social. Merci. Merci Céline. Je veux bien intervenir. Pascal, oui. Oui, je trouve que déjà, je voulais remercier ce rendez-vous puisqu'il nous permet une lisibilité. Et donc, je pense que quand Roland Janvier parle de lisibilité, eh bien, cette occasion nous est donnée. C'est pas pour autant que c'est facile. On n'a pas effectivement des habitudes, des grandes habitudes dans tous les cas sur rendre compte, faire voir, faire connaître les travaux, nos réflexions. Et c'est une des raisons pour laquelle le réseau a pris toute sa place, mais c'est un réseau métier. C'est un réseau qui se veut autour de nos métiers du travail social et qui ont besoin encore d'émerger. Je pense que, voilà, enfin, moi je trouvais intéressant la question de la lisibilité et c'est en ce sens que la vie d'un réseau peut être très porteur de cette visibilité. Et j'espère que l'on va pouvoir continuer à travailler comme cela. Ça, c'était un point que je voulais noter, en tous les cas, et remercier aussi Marie-Paul Cols, qui, dans son rapport, a aussi mis en avant des points que moi, je pioche à chaque réunion. Notamment sur le management, notamment le cadre intermédiaire, la place qu'ils ont pu prendre pendant cette crise sanitaire. Et j'ai trouvé ce point de vue très intéressant, où le rapport aux équipes a énormément bougé. Et il faut absolument, et Nathalie Delalande l'a précisé, il faut vraiment que dans chaque équipe, chacun puisse faire le point de cette crise et voir ce qui est à gagner et ce qui est à ne pas conserver. Voilà. Et à faire évoluer, à rendre, je dirais, actif et se mettre vraiment autour de la table pour tirer les enseignements de ce que la crise sanitaire a provoqué dans une accélération que tout le monde constate.
Voilà. Je voulais rappeler ça. Merci Pascal. Je fais le tour des petites vignettes de mon écran pour voir si quelqu'un d'autre veut prendre la parole. Il y a des petites questions là, Ouais. sur la question de formaliser le réseau des conseillers techniques et l'installation des nouveaux élus. Alors clairement, la question de la formalisation, voilà, ça faudrait qu'on en échange. C'est pas quelque chose qu'on va indiquer comme ça. Après, formaliser un réseau, je pense que pour moi, c'est pas, ça s'est fait naturellement. C'est quelque chose de formalisé, ça se décrète pas pour nous. Après, il y a quand même des choses aussi qu'on essaie d'organiser sur le plan national. Donc aujourd'hui, les conseillères techniques, on voit bien qu'il y a un besoin. Alors on est en échange en fonction de nos sujets les unes avec les autres. C'est vrai que nous, en plus, le guide, au-delà du contenu sur le numérique, ce qu'on voulait dire justement, c'était qu'il avait cet effet, en tout cas, c'est plutôt ça qui interpelle en fait de l'extérieur, c'est plutôt comment on s'est constitué, comment on vit ensemble, comment on travaille ensemble. Parce qu'en fait, ça, on est seul sur nos postes, ça c'est quand même, faut pas l'oublier quand même. Donc, et qu'à un moment donné, parler travail tout seul, c'est quand même pas simple, même si on le parle avec les professionnels, les cadres, etc. Quand on parle entre nous, entre conseillères techniques, on n'est pas sur les mêmes façons de penser ensemble, j'ai envie de dire. Donc, du coup, là, on a trouvé un lieu ressource pour construire, réfléchir. Et pour le coup, ça donne envie aussi aux autres conseillères techniques d'ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'on a été beaucoup consultés par d'autres conseillères techniques. Donc, ce qui fait que pour le coup, on va essayer de se rencontrer à plusieurs ailleurs. Déjà, ça se fait, il y a des micro-réseaux, il y a des rencontres et on va essayer ça. Après, la question de l'installation des nouveaux élus, tout dépend des départements. C'est vrai que pour le coup, alors, parce qu'après, ce qui est important de dire aussi, c'est que les conseillers techniques qui sont positionnés en fonction des départements, c'est des choix de direction ou des choix politiques. Donc déjà, nous, on n'est pas positionnés au même niveau les unes les autres, on n'a pas le même statut, on n'est pas reconnus au même niveau les unes et les autres. Donc ça, voilà, c'est très aléatoire. Donc le travail social, j'ai envie de vous dire qu'en fonction de l'organigramme que vous lisez, vous voyez où est située la conseillère, déjà si elle existe, où elle est située, vous voyez déjà à peu près comment on situe le travail social dans une collectivité. Donc déjà, ça vous donne déjà à voir. Donc après, effectivement, en lien avec les nouveaux élus, c'est une vraie question aussi pour travailler ces questions-là. On espère effectivement aussi à chaque fois soit les maintenir, soit les rediscuter, enfin en fonction de où on en est. En tout cas, que le travail social ne disparaisse pas. Pour le coup, nous, on est juste des représentants du travail social, peu importe qui l'incarne, j'ai envie de dire. C'est le principe. Donc effectivement, à chaque fois, ces questions-là se posent. Je ne sais pas si vous avez... Très bien répondu, Madame Rosier. Non, après, c'est vrai que l'installation de nouveaux élus, c'est toujours un moment, on va dire, peut-être une opportunité d'expliquer correctement les choses. Et c'est vrai que ça peut remettre en fait certains enjeux sur des postes tels que les nôtres. On peut les voir disparaître ou parce qu'on n'a pas vu l'intérêt. Donc c'est aussi à nous de défendre un peu ce qu'on fait et puis notre engagement. Ce que je voulais juste dire par rapport à aux questions précédentes sur la visibilité en fait du travail social, je crois que la crise, en tout cas pour nous, a été véritablement on a été obligé d'aller vers d'autres, de ne pas rester entre soi, mais d'aller vers d'autres structures, d'autres directions. Si on prend le cas du numérique, à un moment donné, il faut bien aller discuter en fait avec les informaticiens pour savoir ce qu'on va donner comme outil, pour savoir sur quel logiciel et comment, enfin pour essayer de se comprendre. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne faisait pas suffisamment. Il va falloir qu'on aille peut-être plus vers d'autres directions. Et ça, c'est véritablement en fait il faut qu'on arrive à se comprendre. Donc l'aller vers, il va aussi en interne vers nos partenaires pour expliquer ce qu'on fait. Et puis c'est vrai que le travail en fait d'expliquer quelle est notre fonction et ce que c'est que le travail social, c'est un travail au quotidien. Dans le privé, quand on me demande ce que je fais, c'est vrai que je suis bien en peine d'expliquer en fait ce que ça veut dire que conseillère technique en travail social. Donc déjà, ça commence par là peut-être
à essayer de trouver les bons mots sans perdre les gens, quelque chose d'assez simple. Mais ça vaut aussi pour le métier d'assistant de service social, d'éducateur, de cadre intermédiaire et tout ce qu'on veut. Oui, Roland. Oui, je voudrais rebondir en élargissant un peu, parce que la question qui est posée, là, elle pose l'articulation entre élus et professionnels du travail social, élus et travail social. À ce niveau-là, c'est une vieille question. Et on a, parce que dans l'histoire, le travail social n'a pas toujours joui d'une vraie reconnaissance. On a eu notamment ce long silence qui a suivi l'adresse au travail social de Nicole Questiot en 1982, un long silence, j'allais dire, du droit positif pour dire un peu c'est quoi le travail social. Et le Haut Conseil du travail, première mission, a élaboré dans une large concertation, aujourd'hui est inscrite dans le Code de l'action sociale et des familles. Et cette définition, quand on prend le temps de la lire, Marie-Paul ne peut pas intervenir, mais elle était très active dans ce travail-là en tant que vice-présidente du HCTS. Cette définition est une définition très politique au sens où elle pose des orientations intéressantes qui nous servent de levier aussi pour aller intervenir, interpeller les décideurs politiques et notamment les futurs élus départementaux dans leurs responsabilités en plus au niveau départemental, de chef de file du travail social. Et il me semble que là, il y a quelque chose d'important à redire parce que nous avons des leviers pour rendre visibles, y compris auprès des décideurs politiques, les enjeux du travail social. Ça suppose simplement que, mais à l'échelle de ce qui se fait aujourd'hui, à l'échelle de ce travail en réseau des conseillères techniques, à l'échelle d'autres projets, je pense là au projet communauté de pratique que veut créer le comité régional du travail social de Bretagne, que les professionnels du travail social puissent prendre les moyens d'élaborer une parole entendable aussi par les décideurs politiques. Mais c'est pour ça aussi, hein, tout à l'heure, je parlais aussi de la notion d'évaluation. C'est pas que c'est mon dada, mais ça fait quand même un petit moment que je m'y colle. Mais en même temps, et tant qu'on n'arrive pas non plus à donner une lisibilité de ce qu'on fait, on va avoir du mal à faire autrement. Il faut lier les deux. J'en reste convaincue. Alors, Marie-Paul Cols, qui ne peut pas intervenir directement, remercie Roland hein, pour le rappel que tu viens de faire. Alors, vraiment désolée de ne pas avoir pu avoir Marie-Paul Cols en direct avec nous parce que c'est vrai que c'est vraiment une personne très intéressante à écouter et qui apporte des éclairages vraiment extrêmement riches. Donc, on essaiera à nouveau d'inviter Marie-Paul Cols dans dans une autre intervention, dans un autre contexte. Ce que je vous invite vraiment, c'est vraiment à lire hein, le rapport qu'a coordonné Marie-Paul Cols, hein, le travail social au défi de la crise sanitaire, qui est un rapport d'une très grande richesse et qui propose vraiment des pistes à approfondir dans sa pratique professionnelle et qui avec ces pistes-là aussi donne des exemples hein, qui sont vraiment tout à fait enrichissants. Bien sûr, le guide d'appui de l'accompagnement social à distance, là aussi, qui est un guide pratique hein, pour travailler et améliorer l'accompagnement social à distance. Et dans les échanges, dans le fil de discussion, on a eu aussi deux références que je vous recommunique par oral, mais nous mettrons l'ensemble de ces références sur le site sur la page du CRTS, hein, la page de ce webinaire. Donc, un livre conseillé par Martine Trapon, Le sujet digital, hein, donc écrit sous la direction de Claire Larsonneur, donc qui est un livre sur la numérisation croissante de nos sociétés.
Et la référence de la vidéo qui a été réalisée dans le cadre de la saisine du CRTS de Bretagne en 2018, les usages numériques dans l'accompagnement social et éducatif. Donc c'est un témoignage de l'usage justement du numérique avant la crise sanitaire, et là aussi qui est intéressant. Et justement, je pense qu'aujourd'hui, on peut mettre en perspective ces deux périodes. Donc, j'ajoute, excuse-moi Véronique, j'ajouterais aussi le kit numérique, qui est un document en facilitation graphique qui permet de se poser les bonnes questions aussi sur l'usage du numérique, avec notamment une boussole à construire qui est très intéressante sur les différents usages que les professionnels peuvent faire du numérique dans le travail de relation. oui, on essaiera de mettre tout ça et d'être exhaustif justement pour poursuivre. Alors nous sommes vraiment absolument désolés des soucis techniques que nous avons rencontrés aujourd'hui. On parlait que l'usage de l'outil numérique, ça n'est pas aussi simple que ça dans la pratique du travail social, dans la formation, mais aussi dans l'animation de conférences. Mais voilà, c'est une expérience et nous l'avons vécue ensemble. Donc merci, un grand merci à l'ensemble des intervenants pour leur contribution, la qualité de leur intervention et aussi de s'être prêtés à l'exercice qui n'était pas facile. Donc nous leur en sommes reconnaissants. Merci à l'ensemble des participants et sans oublier le service technique pour la mise en œuvre du webinaire. Donc, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt pour un autre rendez-vous régional du travail social. On est en train de travailler sur la programmation à venir. Belle journée à vous et bon week-end. Au revoir.